direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 16 juin 2021. Aujourd'hui, un rapport accablant sur la Régie du bâtiment du Québec, produit par le vérificateur général du Québec, qui a recensé des lacunes au sein de cet organisme public, n'est-ce pas? C'est une créature du gouvernement du Québec, ça, la Régie du bâtiment du Québec. Hein? La mission de la Régie du bâtiment du Québec, c'est l'application de la loi sur le bâtiment dans un objectif de protection du public. Elle contribue à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Elle voit également la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs copropriétaires, de même qu'elle veille à leur probité. Alors, c'est quand même une mission assez lourde de sens et qui comporte des responsabilités énormes. Or, la Régie du bâtiment du Québec est sur la sellette. Un rapport du vérificateur général du Québec qui a été rendu public au début du mois de juin ne fait pas dans la complaisance ni dans la dentelle à l'égard de cet organisme gouvernemental. On y révèle notamment que la stratégie et les moyens mis en œuvre par la RBQ, Régie du bâtiment du Québec, pour s'assurer des compétences des entrepreneurs sont insuffisants, rien de moins. Alors, la stratégie de la RBQ, poursuit le rapport, est principalement orientée sur l'évaluation des connaissances au moyen d'examens. Là, on parle des licences, là. Les entrepreneurs spécialisés et généraux qui reçoivent des licences dans certaines catégories. Toutefois, la gestion des examens présente des lacunes, c'est ce que dit le rapport. Les inspections réalisées par la RBQ touchent peu d'entrepreneurs. En outre, le tiers des répondants en exécution de travaux de construction ne seront pas soumis à l'exigence de formation continue qui entrera en vigueur le 1er avril 2022. La RBQ n'a pas mis en place de moyens d'évaluation des compétences en exécution de travaux de construction pour les sous-catégories de licence de l'annexe 3 du document, là, entrepreneurs spécialisés sans évaluation des compétences. On parle notamment des travaux de maçonnerie non structurale, de marbre céramique, l'isolation, l'étanchéité de l'enveloppe d'un bâtiment, ce qu'il y a derrière les murs, là, la couverture, les toitures, les revêtements extérieurs, les portes et fenêtres, les travaux de finition. Là. On parle de ça, puis d'autres spécialisations également. Alors, le rapport ajoute que la RBQ n'exploite pas suffisamment l'information consignée dans ces systèmes d'information afin d'identifier les entrepreneurs à risque de ne pas réaliser des travaux de qualité. C'est quand même quelque chose. Par ailleurs, on apprend que les inspections de chantier réalisées par la RBQ touchent peu d'entrepreneurs. En 3 ans, là, on donne des dates, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, la RBQ a inspecté les chantiers de seulement 7 des 20 449 entrepreneurs généraux et de 12 des 12 899 entrepreneurs spécialisés. En outre, un entrepreneur qui réalise des travaux qui ne sont pas réglementés par le Code de construction n'est jamais inspecté. Alors, vous savez, il y a un article qui a été publié dans le quotidien La Presse. On en parlera pendant l'émission. Là, on parle de Far West, des gens qui témoignent, qui disent que cette industrie, c'est le Far West. Bon, on va en reparler plus tard là, pendant la web radio. Donc, mais il faut quand même contrebalancer et dire qu'en réaction à cet audit de performance, là, ce rapport du vérificateur général du Québec, la RBQ dit accueillir favorablement les reproches qui lui sont adressés et table sur un plan stratégique 2018-2023. Dans un communiqué, la RBQ souligne qu'elle continue de faire preuve de proactivité, de mobilisation et d'efficience en consacrant de nombreux efforts à la réalisation de projets majeurs. Bon, la pierre angulaire a été l'adoption de son plan stratégique 2018-2023, dans lequel la priorité est donnée à l'amélioration des services sur le terrain, à l'optimisation de l'expérience client et à la cohérence des actions. Alors, tout ça, ça nous ramène, mesdames, messieurs, à la surveillance des travaux obligatoire qui, justement, n'est pas obligatoire au Québec. Alors, on a un sérieux problème parce que, bon, il faut quand même le dire, là, il y a des bons entrepreneurs, il y a des bons constructeurs au Québec qui doivent avoir mal à l'âme de voir ces choses-là rendues publiques parce qu'il y en a des bons, là. C'est pas tous.
on ne va pas dire que ce sont tous des pas bons. Il y en a des bons, il y en a des excellents, mais il y en a qui ne sont pas bons. Puis je veux dire, des fois, ils sont, ils sont probablement capables, mais ils ont besoin d'encadrement puis de surveillance. Bon, il faut le dire. Je pense que c'est important. Alors, donc, la table est mise pour cette web radio qui est une présentation de service Dragon Shield en système de sécurité incendie. Vous vous souvenez, la semaine dernière, notre web radio portait sur les systèmes de sécurité incendie qui ne sont pas conformes dans toutes les copropriétés divises. Donc, on pourrait même dire que dans une majorité de copropriétés, les systèmes d'alarme incendie ne sont pas conformes. Il y a de nouvelles normes depuis 2013 là, avec le chapitre bâtiment du Code de sécurité. Donc, Service Dragon Shield a développé une grande expertise en matière de sécurité incendie. Les nouvelles normes qu'impose le chapitre bâtiment du Code de sécurité, instauré par la Régie du bâtiment du Québec, justement, le 18 mars 2013, suppose une question fondamentale. Est-ce que votre système de sécurité incendie est conforme aux nouveaux standards en vigueur? Pour le savoir, Service Dragon Shield vous propose de passer un test en ligne. Vous faites le test ici. Alors, en cliquant ici, et vous continuez pour comprendre et constater si votre système d'alarme incendie est conforme ou non. Donc, cette entreprise offre 3 types de protection incendie. Pour en savoir davantage concernant Service Dragon Shield, eh bien, c'est service avec un S, Dragon Shield, DRAGONSHIELD.com. Donc, voilà pour la commandite. Et je vous rappelle que sur condolégal.com, dans l'onglet Vos droits, il y a des fiches pratiques d'une très grande qualité qui parlent notamment de vices cachés, de conception et de construction, parce qu'on va en parler ça aussi. Quel recours pour le syndicat? Alors, c'est une fiche qui a été rédigée avec soin et qui fait la synthèse des choses à faire lorsque, par exemple, vous constatez un vice caché, un vice de conception, de construction. Le promoteur refuse de terminer les travaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une autre fiche pratique très intéressante. Et également, donc, vous en avez d'autres, mais dans ces deux-là, j'attire votre attention sur ces deux en particulier. Donc, je reviens à mes invités pour parler du sujet d'aujourd'hui. Je suis en compagnie de Marc-André Arnois, directeur général à l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Bonsoir, M. Arnois. Bonsoir, M. Cellier. Valérie Couture, présidente, directrice générale et fondatrice de Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et un nouveau venu ici, là, Richard Leblanc, que je connais depuis longtemps et avec qui je renoue aujourd'hui, ce soir. Richard Leblanc, donc avocat en droit immobilier, en droit de la copropriété chez RPGL Avocat. Bonsoir, Maître Leblanc. C'est bien. C'est bien. Maître Leblanc, je commence avec vous. Hein? Les mauvaises constructions d'immeubles résidentiels sont documentées depuis des années au Québec. On l'a dit tout à l'heure, il y a d'excellents constructeurs, il faut le dire quand même. Là. Tout le monde, pas vrai de dire que tout le monde que tous les constructeurs sont des pas bons, c'est pas vrai, mais c'est quand même documenté. Les mauvaises constructions, il y en a. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est resté les bras croisés pendant des années dans ce dossier? Et si oui, pourquoi? Et, moi, j'œuvre depuis plus de 40 ans dans le domaine. Je l'ai fait à tous les niveaux. J'ai participé aux grandes modifications du Code en 1994, de la Régie en 1995, l'arrivée de la garantie Maisonneuve en 1998, de tous les batailles. Et puis, essentiellement, le constat, c'est que c'est unique en Amérique du Nord, hein, je tiens à vous le dire. Quand je lisais ce matin les propos de différentes personnes dans la presse, j'étais presque ému parce que j'avais l'impression de plaider dans le désert depuis longtemps. C'est qu'au Québec, c'est unique en Amérique du Nord. Je dirais que c'est presque unique au monde. J'ai beaucoup voyagé puis je n'ai pas vu beaucoup d'endroits qui. C'est le seul endroit où est-ce que il n'y a absolument aucune vérification à la base. La problématique, depuis 30 ans, les gouvernements, pour des raisons qui m'échappent, semblent avoir simplement ou fait plaisir aux entrepreneurs ou fait plaisir aux syndicats, mais semblent avoir oublié le client, semblent avoir oublié l'ultime, le but ultime de tout ça, c'est de satisfaire effectivement un couple, de satisfaire les clients qui, effectivement, achètent des propriétés.
On a des couches de protection, mais je dirais que les couches de protection sont tous au mauvais endroit, qui fait en sorte qu'il n'y a pas. Écoutez, moi, ça fait 40 ans, là, puis j'ai des dossiers. Je ne peux pas croire encore qu'en 2021, quand on pense d'envoyer des gens sur la planète Mars, on n'est pas capable d'avoir un minimum de vérification. Écoutez, il y a des raisons pour ça, mais c'est essentiellement. Écoutez, je représente énormément de clients, des entrepreneurs, des fournisseurs, des clients. J'ai des dossiers de vis cachés, là, j'ai des appels de vis cachés entre 200 et 300 par année. Je suis en Outaouais, là, année après année. C'est fou. Rien que la semaine passée, là, j'ai lu 7 rapports d'expertise. Puis ce sont, dans 95 des cas, c'est toujours des éléments qui, à la base, là, effectivement, qu'on aurait pu éviter. Écoutez, vous savez, je suis toujours d'être surpris que les gens ne savent pas ça. Là, ça fait 42 ans que, en fait, ça ne fait pas 42 ans, ça fait au moins 35 ans que je plaide ça. On est en Outaouais, on voit ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Écoutez, une maison en Ontario, puis quand tu es en Ontario, là, c'est le Manitoba, c'est nous ici, de l'autre côté, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est partout pareil. C'est le seul endroit en Amérique du Nord, puis je dirais presque au monde, où est-ce qu'effectivement, on attend que tout soit fini. Écoutez, une maison normale, une maison ordinaire en Ontario, c'est 12 inspections. On ne peut pas fermer il est impossible de fermer un mur avant d'être certain que toute l'enveloppe énergétique a été vérifiée. Puis, alors, écoutez, on le voit, nous, depuis tout le temps. Puis c'est comme si on persiste à aller dans une situation. Vous savez, on frappe un mur avec la régie du bâtiment. Je pense qu'on a beau être gentil, être fin. Vous savez, si l'auto est mise en production, puis aller sur la route, puis on s'aperçoit, on fera des rappels, c'est trop tard. C'est à la base. Puis, écoutez, j'ai mes explications là-dessus, mais les gouvernements, écoutez, j'en ai passé des ministres de l'Habitation, là. On dirait que c'est. Moi, évidemment, l'habitation, ça a toujours été c'est ma vie, l'industrie de la construction, de l'habitation. Et puis, j'ai toujours trouvé qu'on était les parents pauvres. Je ne veux pas être méchant, là, mais on n'a pas eu des ministres vraiment de proactifs. Non seulement on n'est pas proactif, mais j'ai l'impression depuis 30 ans là, que les gens nous écoutent et n'ont aucune idée de la problématique. Ouais. Regardez, justement, vous parliez de la presse tout à l'heure, là. On va donner un exemple aux auditeurs de ce que ça veut dire, là, de ce qu'on entend par des articles assez percutants quand même, là. Ouais. Alors, si on regarde ici, il y en a un, là. Ce sont des lettres ouvertes, ce sont des réactions à un éditorial de la journaliste Stéphanie Grandmont publié le 13 juin dans le quotidien La Presse. Alors, ici, c'est l'article qui dit « Les inspections avant les licences ». Bon, alors, si dans le rapport, ce que les gens comprennent, c'est que les licences ne sont pas données à bon escient, les licences ne sont pas toutes révélatrices des compétences. Loin de là, c'est ce que le rapport dit entre les lignes. À partir du moment où il est clair que les licences des entrepreneurs ne valent pas grand-chose, comment peut-on s'assurer de la qualité de la construction? Eh bien, en fait, une licence n'a jamais assuré une qualité quelconque dans la construction. À titre comparatif, en Floride, le monde de la construction est aux prises avec un problème majeur de travail au noir par des ouvriers souvent immigrants sans carte de compétences. Pourtant, il est possible de construire des bâtiments conformes simplement en inspectant les travaux. Au lieu de vérifier des cartes et des licences, on s'assure que les travaux sont conformes. Notez que l'un n'empêche pas l'autre et que d'avoir des compétences est toujours nécessaire. Le fait est que beaucoup d'entrepreneurs sont plus compétents que les gens de la régie du bâtiment, ce qui leur permet de faire ce qu'ils veulent sur les chantiers et de tirer avantage de la situation. C'est pas moi qui le dis, c'est dans une lettre ouverte de la presse et ça vient un peu corroborer ce que M. Leblanc, les propos que vous venez de tenir, que vous avez tenus. Marc-André Arnois, est-ce que ce rapport de la vérificatrice générale du Québec vous surprend? C'est une bonne question, ça. Ben, oui et non. C'est-à-dire que bon, nous, à la CQC, on s'intéresse à tout ce qui est enjeux d'habitation. Ça fait évidemment longtemps qu'on voit des lacunes majeures. Il y a plusieurs des éléments du rapport qu'on connaissait bien, qu'on avait même déjà dénoncés à la ministre. Donc, évidemment que ces éléments-là ne nous surprennent pas.
Cela dit, moi, ce qui me surprend, c'est que une des lignes de communication récurrentes à la RBQ, c'est qu'ils accordent plus d'attention là où il y a le plus de risques. Et on comprend bien, évidemment, que quand on parle de risques, on parle des risques pour la vie des gens, là. S'il y a un ascenseur qui est mal installé, ça n'aura pas les mêmes conséquences que s'il y a un toit qui coule. Et donc, je m'attendais à ce que ça se reflète dans le rapport. Et là, ce qu'on voit, c'est que même dans des secteurs cruciaux comme des ascenseurs, il peut y avoir des lacunes, mais immenses. Et ça je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que l'habitation soit le parent pauvre de la construction et de voir que c'est dans l'ensemble de la construction que le problème est plus généralisé que ça. Ça, on ne s'y attendait pas nécessairement. Ouais. Monsieur Ardois, soit dit en passant, est directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Important quand même de préciser ce qu'est la CQC. En gros, en bref, l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction est le seul organisme à but non lucratif qui se consacre entièrement à la défense et à la promotion des intérêts des consommateurs dans le milieu de la construction et de la rénovation résidentielle depuis 1994. Alors ça, c'est important que vous le sachiez. Parce que, bon, si je vous dis la CQC, ça ne sonne pas des cloches à tout le monde. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est. Alors là, vous le savez. Donc, la CQC est au cœur du débat qui consiste à défendre les consommateurs à propos notamment de mauvaises constructions, des choses comme ça. Valérie Couture, selon votre expérience là, sur le terrain, est-ce que les syndicats de propriétaires sont nombreux, du moins ceux que vous gérez, là, à devoir composer avec des défauts de construction de leur immeuble, soit des défauts de construction, des vices de construction, des vices de conception? Absolument. Et on parle de bâtiments de tout âge. Donc, on parle de bâtiments euh, où on fait des remplacements de grandes toitures après 13 ans, qui est complètement pas normal, à des bâtiments totalement neufs, pour qui le rapport de fin de travaux devient une bataille sans fin pour les nouveaux bâtiments parce que on ne peut pas s'attendre à acheter un condo d'une valeur importante ou peu importe le prix, neuf, et qu'on se ramasse avec des défectuosités, des choses pas acceptables pour le syndicat. Et moi, je trouve que c'est épouvantable qu'est-ce qui sort là-dessus parce que ça vient créer un grand sentiment d'insécurité et de comment je fais comme administrateur d'un syndicat aujourd'hui pour m'assurer que j'essaie de faire les travaux du mieux possible. Je ne peux plus dire, ben là, je regarde les gens qui ont des cartes de compétences parce que ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas fiable dans une certaine partie. Moi, je pense que c'est très, 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 très grave ce qu'on a entendu cette semaine parce que je suis d'accord avec Maître Leblanc. Pourquoi faire compliqué puis en plus que ça ne donne pas de résultat? Moi, je trouve ça très, très dommageable. Et comme copropriétaire ce soir, puis j'écoute la web radio, puis je n'ai pas trop le suivi des médias, ben, je me sens vraiment pas bien parce que je me dis comment mon conseil d'administration va pouvoir bien effectuer des travaux sans engager de la main-d'œuvre pour surveiller ce qui devrait être bien fait de la base. Oui. J'invite nos auditeurs à poser leurs questions à nos invités qui se feront un plaisir d'y répondre à la condition que ce soit en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Là, on parle de la Régie du bâtiment du Québec qui est sur la sellette, là, qui a fait l'objet d'un rapport par le vérificateur général du Québec, un rapport assez accablant là, sur ses pratiques internes. Bon, il faut le répéter encore, il y a de bons constructeurs, il y a des licences qui sont valables, ça, il faut le dire. Il y a des très bons constructeurs, mais il y en a malheureusement qui ne sont pas bons. Je veux dire, il y en a. Je veux dire, mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac, c'est important. Et puis, il y a aussi toute la question de l'encadrement des travaux, des travaux, des chantiers résidentiels. On en parle, on va en reparler aussi. Maître Leblanc, là, on vient de parler des vices de construction, des vices de conception. Ça peut apparaître, ça, après 5, 10 ans, 15. Il n'y a pas de date il n'y a pas de prescription pour un vice de construction. Je viens de régler un problème d'une fondation de 1988, puis qui était très mal faite. Alors, ça a juste pris beaucoup de temps pour des circonstances, mais c'est toujours la même chose. Moi, je
je faisais une. C'est pas normal, hein? C'est pas normal que j'ai 200, 300 appels de vis cachés. La majorité, là, un bon paquet finit en cours, année après année. Puis comme je te disais, François, en Outaouais, on a une expérience que j'ai plaidé, que j'ai tenté de convaincre tellement de monde. Essentiellement, une des anciennes, en 2004, ils ont fusionné 5 municipalités. Puis il y avait une municipalité dans l'Ouest, Aylmer, qui est plus anglophone, puis qui était beaucoup plus en osmose avec l'Ontario. Puis eux, pour des raisons là, historiques, ils inspectaient. Moi, mes parents, ma famille était dans le couvre-plancher, puis on savait que les employés, lorsqu'ils s'en allaient à Elmer, il fallait qu'ils soient ça coche, il fallait qu'ils aient tous leurs documents parce qu'il y avait 5 inspections pour toute une maison neuve, les rénovations, tout ça. Année après année, de façon systématique, j'ai presque jamais eu de dossier d'Elmer. Elmer représente 50 000 sur 250 000. Je fais ça très, très, très gros. C'est pas ça, mais juste donner une petite idée. C'est à peu près le quart de la population de l'Outaouais. C'est statistiquement impossible sur 200, 300 appels que j'ai rien après année. Puis c'est drôle parce que là, je commence à avoir des dossiers de vis cachés. Ce sont tous des dossiers construits après 2004, qui est la fusion. C'était seulement 5 inspections de base. Alors, écoutez, c'est politique. Hein? Il ne faut pas se le cacher, là. Puis il faut dire les choses. C'est très politique dans le sens que, vous savez, quand j'explique ça, moi, à les gens d'extérieur, là, que, surtout j'écoutais Valérie tantôt, c'est quand même choquant d'être obligé de prendre des gens avec des certificats de compétences, réparer des conneries qui ont été faites par d'autres supposément compétents. La régie du bâtiment, puis il y a une raison également que la régie qui était, il ne faut pas se le cacher, la régie du bâtiment, initialement, avec le rapport Clich de 1974, c'était juste pour organiser le vote syndical. Ça a été la régie des entreprises RECQ. C'était ça. Puis il était dans la bâtisse de la FTQ en plus à Montréal. Alors, tu sais, pour une régie d'entrepreneurs qui est dans une bâtisse de syndiqués, on voit un peu le côté spécial. Oui, effectivement. On est rendu à un point où la régie, en fait, il faut sérieusement, moi, ça fait longtemps que je les remets en question, que je remets le rôle en question, parce que carrément, c'est inutile. En réalité, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais il manque l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est parce qu'effectivement, le problème est là, c'est que les syndicats ne veulent pas qu'ils perdent la mainmise sur la notion de compétence. Vous savez, il n'y a pas une entreprise qui pourrait dire, même avec les meilleurs employés, enlevons toute vérification, puis enlevons toute supervision. C'est ça le problème. Moi, j'en ai un paquet d'entrepreneurs, puis je leur dis, c'est pas toi qui n'es pas bon, c'est que tu n'as pas de contrôle sur tes employés. Hein? On n'a pas besoin de dire qu'on est dans une situation de pénurie depuis des années, hein, pas depuis hier, là, depuis des années. Le gouvernement n'a jamais, puis c'est long, je disais à François, moi, j'ai plaidé 15 ans pour que les gens qui installent du plancher de bois franc ne soient pas aient leur propre compétence, qui est un parqueteur. Avant, il fallait que tu prennes un menuisier qui était compliqué, puis voir si ça a du bon sens, faire calculer un toit pour poser du plancher de bois franc. Ça m'a pris 15 ans de criage à tous les niveaux. Pourtant, quand des parents ont voulu peinturer dans une commission scolaire un samedi, puis ils sont fait prendre par la CCQ, en dedans de 2 mois, le gouvernement avait passé une loi pour les permettre. D'ailleurs, c'est la R20, ils ont rajouté une exception. Ouais. Mais c'est ça le problème. Ouais. On dirait que pour le gouvernement, l'habitation, excusez-moi, là, c'est de la merde. Ils veulent faire plaisir aux syndicats, ils veulent faire plaisir aux patrons, ils veulent faire plaisir à tout le monde. Parfait. Mais ils oublient le client, puis fondamentalement, le client, il va falloir, puis c'est un coup de barre, il va y avoir un sérieux coup de barre. Je prenais l'exemple actuellement, là, j'ai 4 dossiers depuis une semaine parce que l'autoconstruction, quelqu'un qui s'autoconstruit une maison n'a pas de problème, mais s'il veut faire un logis pour sa mère, un logis parental, là, c'est commercial. La CCQ débarque chez eux, c'est complètement idiot. Je veux dire, on est mieux de les envoyer au CLSC. Ouais.
On peut en parler longuement de ça. Ah ouais. Alors, ouais. c'est vraiment, c'est un problème qui est politique parce qu'il va falloir que vous compreniez. Nous, on le voit tous les jours. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Tout partout en Amérique du Nord, la rénovation n'est pas syndiquée. La RBQ n'existe pas du tout. Du tout. Il n'y a absolument aucune similarité à travers, en tout cas, à travers énormément de pays, là, dont toute l'Amérique du Nord. Et puis, si vous saviez comment ça fonctionne, même aux États-Unis, on ne prend pas possession de la maison tant et si longtemps que l'ensemble des inspections soient complétées. Ouais. Complètement à l'envers. Puis, il va falloir, je pense, qu'à un moment donné, qu'on réalise qu'on est peut-être distinct, mais vraiment, ceux qui en paient le prix, c'est les clients. Est-ce qu'on ne devrait pas, Marc-André Arnois, je pose la question, soyez bien à l'aise d'y répondre ou non, là, parce que, évidemment, le domaine de la construction, c'est complexe, mais au lieu de dire il y a des bons constructeurs, il y en a des moins bons, est-ce que les moins bons seraient meilleurs s'ils étaient encadrés puis on les surveillait? Est-ce que ce n'est pas une question d'encadrement des fois aussi, plutôt que de dire, de stigmatiser tout le monde puis de dire il y en a que. Est-ce qu'on peut penser que ces entrepreneurs-là feraient un bon travail s'ils étaient encadrés, supervisés? Ben, ça dépend de ce qu'on veut dire par encadrer, mais c'est sûr qu'effectivement, d'avoir des inspections obligatoires aux étapes clés du chantier, pour nous, c'est un gros minimum raisonnable. Ouais. Après ça, on pourra s'obstiner longtemps sur combien d'inspections, à quel moment, puis par qui, à quel prix, mais au moins le strict minimum avant de fermer les murs, avant toutes les Ouais. composantes qu'on ne voit plus par la Ben suite. oui, c'est ça. Ça ferait déjà un gros ménage. Après ça, l'encadrement qu'on veut, ça dépend, comme on le disait, est-ce qu'on va être dans le préventif ou dans le curatif? Nous, on continue de croire à la pertinence d'un organisme comme la RBQ, mais qui ferait réellement le travail pour lequel il est institué. Ouais. Et je trouve intéressant que M. Leblanc parle autant des ouvriers syndiqués parce que quand on regarde les exigences que la loi a entre les ouvriers et les entrepreneurs, c'est pas du tout la même chose. L'ouvrier syndiqué, il va faire son DEP de plusieurs centaines d'heures. Après ça, il va avoir 4 à 8 000 heures de chantier, je crois, pour avoir son statut de compagnon. On parle de quelqu'un qui, normalement, au bout du processus, va être compétent, là. Et quand on regarde la RBQ, qu'est-ce que ça prend? Bien, essentiellement, c'est 10 h 30 d'examen. Pas de formation, pas d'expérience de chantier exigée. Si on est capable de passer l'examen, dont la VGQ vient de nous dire que les mêmes questions sont utilisées depuis 2008, si on est capable de passer l'examen puis qu'on est solide financièrement, on va avoir la licence. C'est 2 poids, 2 mesures. Là, normalement, l'ouvrier est nettement plus qualifié que l'entrepreneur. C'est pas normal. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de corps de métier, justement, qui exigent, tu commences comme compagnon, comme apprenti avant d'être compagnon, puis tu fais des milliers d'heures avant de devenir compagnon. Donc, là, tu as appris sur le terrain. Normalement, ça fait de la bonne main-d'œuvre, ça, non? En Bien, principe, Marc-André Arnois je ou. peux te répondre à ça. Oui, Le Charles? problème, puis on le voit très bien. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait, un surintendant, ce n'est pas un client, c'est un surintendant en électricité qui travaille pour le même entrepreneur en Outaouais. Puis là, il est rendu à Ottawa parce qu'il y a des projets à Ottawa. Il m'a dit carrément, c'est pas un patron, là. C'est un surintendant. Il m'a dit, c'est la première fois que je suis fier de mon travail depuis 20 ans. Ce que Marc-André dit, c'est très vrai, mais malheureusement, ça s'applique strictement dans le commercial, où il y a des ingénieurs, il y a un processus. Je veux dire, on ne peut pas laisser un employé, puis c'est un peu, on voit ça, je ne veux pas être méchant, mais on voit ça dans d'autres domaines. Là. Le problème, c'est que sur un chantier résidentiel, c'est la jungle. Il n'y a aucune supervision. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas un bon entrepreneur, c'est que dès qu'il prend 2 chantiers, il perd la boule parce qu'il n'est pas capable. Ce n'est pas des dizaines, je dirais des centaines. Je pourrais facilement avoir demain matin, moi, 600 entrepreneurs qui me signent une pétition, sans faute. Puis 600, là, pas un de moins, qui est d'accord avec les inspections obligatoires. Ouais. C'est surtout les sous-traitants qui veulent ça. Il n'y a que qui sont plugués avec le provincial qui mènent un peu la barque, là, malheureusement, qui ont peut-être une connexion au ministre. Mais quand tu es sur le chantier, moi, mes clients, mes sous-traitants que je représente en masse, vont tous me dire la même chose. On est obligé de couper parce que le général ne nous paye pas. La problématique, c'est qu'un employé, aussi bon soit-il, doit avoir un minimum
de vérification, un minimum de structure. Dans le résidentiel, là, c'est le bordel. C'est ça. Donc, c'est ça, Maître Leblanc, je pense que c'est important de le préciser à nos auditeurs. Là. Dans le domaine, par exemple, institutionnel, ou dans le domaine, vous savez, les donneurs d'ouvrage, le gouvernement qui mandate un entrepreneur, un constructeur pour construire un hôpital ou autre, là, c'est surveillé, là, c'est fait avec la crème de la crème, puis tout le monde fait du bon travail, là. Il n'y a pas de souci à se faire. Là, là, ce soir, la Web Radio traite du secteur résidentiel, la construction résidentielle. Parce que dans d'autres secteurs industriels, commerciaux, institutionnels, ça se passe relativement bien, là. Hein, on peut dire ça, Maître Leblanc? Ben oui, c'est sûr qu'il y a des litiges, mais c'est à un niveau tellement, c'est la stratosphère. Hein? Ouais. Dans le sens que, écoutez, regardez les drains français. C'est tellement mal fait. C'est tellement mal fait. On trouve des gens là, qui, 8, 12 ans, 13 ans après, les drains sont bloqués. C'est épouvantable. Je veux dire, moi, je viens tellement choqué parce que j'en vois. Ça aurait été si facile à la base. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le patron n'est pas là. Il y a certains employés qui malheureusement, mènent la gang. Et puis, effectivement, un peu comme on voit en santé, un peu comme on voit, il n'y a absolument aucune surveillance. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'ordre. Alors, puis aller sur un chantier résidentiel, faites-le. Moi, j'y vais souvent. C'est vraiment pas drôle. Là. Et puis, on voit le produit, tu sais. Puis le bon employé, bien, écoutez, il se fait tasser. Ouais. C'est pas compliqué, là, je veux dire. Il y a toujours, tu sais, c'est sûr qu'il y en a des bons. Moi, je vais vous dire franchement, tantôt, je t'écoutais, François, puis c'était bien. Mais j'ai cette parole-là. La faillite nettoie plus les mauvais entrepreneurs que le système. OK. Pas des farces. Justement, Valérie, parce que la faillite, c'est ce qui se passe des fois. Là, on entend ça souvent, un constructeur qui construit une copropriété, après qui ferme ses portes, puis on n'entend plus parler, puis les recours, on ne peut pas en intenter parce que ça n'existe plus. Valérie Couture, est-ce que parmi les copropriétés que vous gérez, des syndicats ont songé à poursuivre un constructeur, mais finalement se sont résignés parce que, bon, c'est trop compliqué? Mieux vaut réparer que d'investir dans une poursuite parce que pendant la poursuite, les travaux ne se font pas. Bien, il y a plusieurs situations. Puis là, il faut faire aussi une différence pour chaque grandeur de syndicat. Parce qu'une poursuite de 30 000 pour un syndicat de 6 unités, c'est le drame. Ah oui. Et une poursuite de 150 000 pour un 50, 60, 80 unités, c'est un drame, mais un peu moins lourd à porter. Et vous savez, quand on est déjà, puis François, on en parle tellement dans les web radios qu'on fait, on est déjà sous-alimenté monétairement dans les syndicats. Mm-hmm. Et là, on se voit remplacer des parties communes avant leur durée de vie parce qu'ils sont mal bâtis. On se voit remplacer. Écoutez, refaire des parements de briques après 7 ans parce que l'eau rentre comme une passoire sur tous les étages, c'est désolant. Puis c'est pas. Puis je veux dire, comme copropriétaire, les gens sont très enragés puis ils deviennent amers. Mais ce n'est pas à cause de la copropriété, c'est à cause du bâti en tant que tel. Et il ne faut pas oublier non plus, tantôt j'écoutais Maître Leblanc dire qu'un ouvrier qui est bon, à la base, là, je pense que les gens de la construction, j'allais dire les gars, mais il y a quand même beaucoup de femmes maintenant, mais les gens de la construction, 80%, toujours notre 80-20, ont le goût de venir travailler et faire une bonne job. Mais à un moment donné, quand la moitié du monde commence à en faire moins de bonnes jobs, ça te tente moins, tu es moins motivé, puis blabla. Ouais. Il y a aussi une chose qui me surprit dans les nouveaux projets qu'on prend. Avec le fonds d'auto-assurance, on s'est aperçu que même les assureurs n'ont pas confiance. Le fonds d'auto-assurance nous coûte plus cher si c'est un sinistre par l'eau dû à la mauvaise construction. Imaginez-vous ce qu'on peut dire. Je n'ai pas inventé ça, moi, ce soir. Là. Non. Donc, le fonds d'auto-assurance, si c'est à cause de la construction, ça va être 100 000 de déductible. Puis si c'est à cause d'un copropriétaire qui a laissé le bain, c'est 50 000. Bien, ce n'est pas des jobs, là. Valérie, c'est un bon point, ça, Valérie, puis j'avais oublié. Je représente énormément de plombiers qui sont tellement poursuivis qu'ils doivent vider le panier puis recommencer, pas parce qu'ils ne veulent pas payer, parce qu'ils ne sont plus assurables. Pourquoi? Ouais.
Parce que, puis là, ils me reviennent tous, là. Ils me reviennent tous, ils me disent tous, Richard, te souviens-tu, on aurait dû t'écouter en 95, on aurait dû. Après ça, c'est. Puis c'est toujours la même chose, parce que vraiment, dans les condos, l'eau, c'est un problème, puis la plomberie. Tu as beau avoir le meilleur plombier, s'il est tout seul un vendredi après-midi, puis, tu sais, là, puis il bardasse, puis il n'est pas content, puis bang, bang, bang. Il ne faut pas beaucoup de mauvaises Non. cultures pour que ça casse 15 ans, 10 ans plus tard. Puis ça, c'est un problème écoutez, là, je dois avoir 12, 13 compagnies de plomberie. Puis là, maintenant, ils comprennent qu'ils auraient dû, il y a 20 ans passés, avoir un minimum d'inspection parce qu'ils ne sont pas capables d'être. Je veux dire, tu sais, c'est ça l'idée, là, c'est qu'ils ne peuvent pas être, c'est des unités, là, ils ne peuvent pas surveiller ces gens-là. C'est pour ça que les tests d'eau ne se font pas. Écoute, des histoires de folie, là, des histoires qu'on croirait dans un pays en voie de développement. Au Québec, ça arrive. Ben oui, dans nos quartiers. C'est Dans dans nos quartiers. Les copropriétés, le pire des copropriétés, je l'ai vu, pas dans les grosses, mais dans les celles, mettons, 60 unités et moins, mettons, il n'y a personne qui va voir. Dans un projet, tu as au moins de temps en temps le client qui vient voir la maison puis qui vient surveiller un petit peu, tu sais, puis qui peut donner un semblant. Dans la copropriété, personne ne met les pieds là. Hein. Non. Puis des histoires de procédures, des histoires de vices cachés, moi. Écoute, je pourrais t'en compter, là, je vous ferais pleurer. Là, je ne sais pas, pas croyable. Tu sais. Ouais. Mais même, juste 2 secondes. Ouais. Que la copropriété, là, pendant la construction, là, honnêtement, là, elle appartient à personne. Ben non. Vous comprenez? L'entrepreneur, lui, il est là de passage, le promoteur, entrepreneur, peu importe la situation, le montage entrepreneurial qui a été fait sur ce projet-là. Puis, les copropriétaires, eux autres, sont en attente que ce soit prêt. Puis, tu sais, fait qu'entre les deux, là, on se dépêche, on clenche le projet, il faut qu'on livre les unités, il faut que le monde rentre. Puis là, ils rentrent, puis ils remettent le meuble, puis là, il y a des planchers qui sont mouillés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bagues mal vissées, puis des affaires comme ça. C'est inconcevable. Puis moi, je vois ça. Moi, si tu savais le nombre de personnes de projets là, qui viennent des États-Unis, de la Suisse, tout. Puis c'est comme une vague là, qui vient s'éteindre parce que je suis obligé de faire mon oiseau de malheur puis d'expliquer à des gens qui veulent investir ou des gens qui veulent comment ça marche au Québec. Et puis, c'est toujours la même chose. Hein? L'absence, on a tout ça à l'envers. L'absence, il y a même des Anglais d'Angleterre qui me faisaient rire en disant, nous, on conduit, vous conduisez du mauvais bord, mais vous faites ça. En tout cas, on sait. Marc-André Arnois, je reviens au rapport, là, puis poser la question, c'est y répondre. Là. La question est évidente parce que la réponse l'est tout autant, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Le rapport précise en outre que les mêmes versions d'examens sont utilisées depuis 2008 pour 9 des 15 examens les plus fréquemment utilisés. On parle de la RBQ, évidemment, puis des examens que les entrepreneurs doivent passer, là, afin d'évaluer les compétences des candidats qui veulent se qualifier comme répondants en exécution de travaux de construction. Qu'est-ce que vous dites de ça? Puis, il faut que ça change, évidemment, mais comment? Ben, comment ça, on pourrait parler longtemps des solutions, mais bon, d'abord, ce qu'on va en dire, c'est que je trouve ça d'autant plus insultant que c'est quelque chose qui est connu de la RBQ depuis des années, aussi bien du côté des consommateurs que du côté des entrepreneurs. Je veux dire, moi, j'ai discuté avec des entrepreneurs qui, personnellement, disent qu'ils ont fait des démarches auprès de la RBQ parce qu'ils étaient fâchés de ça. Puis, vous avez répété plusieurs fois qu'il y a des bons entrepreneurs au Québec. Je pense que c'est important de dire aussi que les bons entrepreneurs au Québec, ils doivent être particulièrement fâchés d'être concurrencés par des entrepreneurs qui font les choses à moitié puis qui chargent la moitié du prix pour le faire aussi. Là. Et je pense qu'il va vraiment avoir un rôle à la fois des représentants de l'industrie et des représentants des consommateurs de travailler ensemble pour qu'il y ait une volonté politique pour faire changer les choses. Parce que manifestement, il y a plein de choses dans le rapport qui ont été dénoncées à la RBQ, dont la question des questions d'examen qui circulent, qui est un problème connu depuis longtemps. Et je trouve ça drôle en plus parce que la RBQ, dans sa réponse, a dit qu'elle était sur la bonne voie, notamment avec son projet d'informatiser les examens. Bon, on peut comprendre qu'avec des examens informatisés, ils vont pouvoir changer les questions plus facilement, puis plus rapidement, puis plus fréquemment, on l'espère bien. Mais il faut se rappeler qu'il y a encore à peu près 30% des entrepreneurs qui n'ont juste pas d'examen à passer en exécution des travaux. Là. Puis que même
Bon, c'est sûr qu'il y a moyen de faire des examens exigeants, on s'entend, là, mais quand même, on parle d'examens de 3 heures. Il faut savoir que la RBQ, pour se qualifier à la RBQ, il y a trois méthodes que la RBQ reconnaît, ou bien on fait les examens de la RBQ, ou bien on suit une formation reconnue par la RBQ, ou bien ils peuvent évaluer le dossier professionnel. Bien, curieusement, les formations qui sont reconnues par la RBQ exigent 3-4 fois plus de temps d'examen que ce que la RBQ elle-même demande. C'est quand Et même pas mal. pourtant, il y a une formation liée à ça, là. Donc, des gens qui ont fait l'effort financier, puis en temps de se former, même eux, on exige d'eux des examens nettement plus exigeants que ceux qui n'ont juste pas de formation. Comment Il y a ça comme se fait? il y a un Le non-sens, problème, là. Marc-André, c'est que le problème, c'est que moi, j'en ai donné des cours. J'ai écrit le premier livre avec la PCHQ il y a 30 ans. Écoutez, c'est peut-être un bon cours en formation continue, là. Ça, il n'y a pas de problème, surtout en technique. Mais je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, honnêtement, je veux dire, quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui est moindrement intelligent, qui est capable de lire, qui a une bonne, va passer cet examen. Je pense qu'il n'y a personne qui faillit pratiquement. Là. C'est compliqué, tout le monde passe c'est peut-être 98, 99. Mais c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Je veux dire, tu sais, ça fait des entrepreneurs en cravate, ça. Là. Je veux dire, ils ne savent pas c'est quoi un marteau. Ils n'ont jamais. C'est toujours de perpétuer qui est, en tout cas, moi, écoute, on remet tout ça à l'envers, là, et puis on crée des. J'ai toujours dit, moi, écoute, on le voit actuellement avec les problèmes là, de ceux qui veulent avoir des augmentations, des entrepreneurs qui arrivent un mois après avoir signé puis qui demandent 50 000, 60 000. Moi, j'ai un dossier à Hall à Gatineau, qui est absolument épouvantable. Et puis, la personne a tout simplement dit tu n'auras pas ta maison. Point final. Plainte à la RBQ. La RBQ leur a dit à ma cliente on va faire le dossier, là, mais appelle-nous pas. Cette personne-là là, peut faire ce qu'elle veut. Elle se fera bien poursuivre dans 2-3 ans. Il n'y a absolument aucune lettre. C'est quand même, l'écoute, là. Puis même la garantie Maisonneuve, la garantie, il dit la seule chose qu'on peut faire, c'est te redonner ton dépôt. Ce n'est pas un dépôt que je veux, c'est une maison. Ah oui. C'est pas compliqué. Là. C'est pas une personne en rémission là, d'avoir importé de la cocaïne. Là. Je veux dire, c'est une personne qui veut juste une demeure. Et puis, ce qu'on se dit. Alors, imagine-toi s'il fallait que les cautionnements d'exécution avec les écoles puis tout ça dans le commercial, ça prend effet seulement lors de la réception. C'est complètement. Je m'étais objecté en 95 contre ça, même dans le projet de loi 98, en disant ça n'a pas d'allure. Puis regarde qu'est-ce qui arrive. Alors, la personne peut dire non, je te fous dehors, la régie ne fait rien. Mais c'est du cowboy, ça, là. C'est du Far West. Là. Ouais. On a gagné une injonction lundi, mais la Cour ne peut pas rien faire. Elle dit on va maintenir le statu quo. Ma cliente n'a toujours pas sa maison. Ouais. Lui, il a de l'argent. Puis il lui a dit en plus de ça, il lui a dit en pleine face moi, j'ai de l'argent, on va pouvoir te. Puis si tout ça est en preuve, regardez, là. J'ai toujours dit qu'il va falloir qu'on se mette dans la tête que le rôle de la régie, il ne faut pas se le cacher. Là. Il est allé dans un sens, puis je pense qu'il a frappé un mur. Maître Leblanc, le cas de figure dont vous parlez, Oui. la dame qui attend toujours sa maison et qui s'est fait dire finalement, tu n'auras pas de maison, mais tu vas avoir ton dépôt. Est-ce que cet entrepreneur est accrédité par Garantie de construction résidentielle? Oui, parce qu'elle-même, elle a fait une plainte à la garantie à ma demande pour tenter, en même temps, d'avoir la plainte au barreau, plainte à la régie, parce qu'ils ont un service de médiation. J'ai dit, là, il va allumer l'entrepreneur. Il va allumer pour voir qu'il est en train de faire quelque chose qui est illégal. Non. La régie a Qu'est-ce que fait GCR là-dedans? Elle dit non. Elle dit, j'ai parlé avec la médiatrice qui était absolument, mais elle a rendu une décision. Non, remettez-y le dépôt. Ah bon? Alors GCR n'est pas allé dans le sens de. Elle n'a même pas essayé de tordre le bras. Quand on fait une médiation, on peut tordre le bras, on peut dire, écoutez, on va faire des plaintes. Absolument pas. Eh bien. Moi, ça m'a, ce dossier-là en particulier m'a vraiment marqué. Jean-Noël, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que Maître Leblanc disait? Oui, bien, moi, ça m'a frappé quand M. Leblanc dit que la RBQ aurait répondu de ne pas les appeler à ce sujet-là parce que le cas dont il parle,
depuis la mi-février, on en reçoit beaucoup à la CQC. Bon, faut comprendre que la CQC reçoit, bon, présentement, on est à peu près à 1000 appels par année de consommateurs et depuis la mi-février, juste sur cette question-là de hausse ou résiliation sur une construction neuve, on a reçu à peu près 160 cas maintenant. On reçoit toujours encore à peu près 10 cas par semaine à ce sujet-là. Et le 12 avril, on a officiellement écrit à la RBQ, à la ministre, à la GCR pour leur dénoncer ce problème-là. Et on attend toujours la réponse de la RBQ et de la ministre. Bon, il a fallu insister pour avoir un accusé de réception et on n'a toujours pas plus qu'un accusé de réception, sauf de GCR qui a fait ce qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire dans les limites du règlement sur le plan de garantie, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire quelques assouplissements pour ne pas pénaliser les entrepreneurs qui allaient faire le choix de respecter leur contrat qui est à travailler à perte. Ouais, mais regardez, vous savez, juste pour rappeler... Sur une échelle de 0 à 100, sur une échelle de 0 à 100, là, on s'en fout-tu, là? Je veux dire, dans le fond, regarde bien, là, c'est le risque. Regardez bien, là, les entrepreneurs, là, c'est un risque économique. Présent, mais la majorité de mes clients, moi, sont des entrepreneurs. C'est des gens qui sont là en affaires. Ils ont des pertes puis des profits. Puis de voir ça dans la presse, moi, ça m'a flabbergasté. J'étais absolument, les cheveux me frisaient. Parce que, tu sais, je veux dire, sur une échelle de 0 à 100, respecte ton contrat. Moi, je respecte des mandats, des fois, qui s'avèrent être beaucoup plus difficiles, beaucoup moins. Je ne me plains pas. Je veux dire, c'est dans le game, c'est dans la norme. Ouais. Mais de dire qu'un certificat, qu'on vende, qu'on a une garantie de parachèvement qui ne s'applique pas, m'a dire. Mais là, on se demande, Maître Leblanc, on se demande une chose. Est-ce que, bon, GCR, parce que pour nos auditeurs, que nos auditeurs comprennent bien, là, garantie de construction résidentielle qui gagne à être connue parce qu'elle est méconnue, c'est une garantie au même titre que si vous achetez une voiture, vous avez une garantie de 3 ans ou 60 000 km. C'est le même principe avec garantie de construction résidentielle. Vous achetez une maison qui se qualifie ou vous achetez un condo dans un immeuble comportant 4 unités superposées ou moins, eh bien, en cas de défaut de construction, en cas de problème, vous avez une garantie, là. Bon, vous avez une garantie parce que c'est un plan en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui est une garantie obligatoire. Les entrepreneurs, ils sont accrédités. Donc, Maître Leblanc, ce que vous nous dites, c'est que GCR, qui a quand même investi beaucoup d'énergie dans la protection du consommateur, il faut le dire, depuis que GCR administre le plan de garantie, et qu'elle est la seule à l'administrer depuis le 1er janvier 1995, il y a quand même des inspections de chantier qui se font beaucoup plus. Et là, les entrepreneurs sont cotés de AA à D et à N, c'est-à-dire pas de cote du tout. Bon, alors, mais là, ce que vous me dites, c'est que finalement, GCR est somme toute, dans certains dossiers, et jusqu'à une certaine limite, limité dans ses interventions. C'est ça? Et pensez-vous qu'il y a quoi, 50 000 unités qui se construisent par année, 40, 60, dépendamment des années. Mais je veux dire, moi, là, je vous parle, je suis en Gaspésie actuellement, mais je suis en Outaouais. On a une maison ici qui se construit. Quelqu'un va partir de Québec là, pour venir inspecter ça. Ils vont venir combien de fois inspecter ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, premièrement. Deuxièmement, toute la question, puis c'est ça que j'ai trouvé ça de valeur, en fait, au lieu de se plaindre pour ces entrepreneurs qui respectaient leur contrat, moi, j'aurais bien aimé que la régie, que la GCR dise au ministre, écoutez, faites comme dans n'importe quoi, il faudrait que ce soit vraiment un cautionnement d'exécution. Si moi, je signe pour avoir vous me parlez de votre voiture, là, mais encore faut-il qu'elle soit livrée, la voiture. Bien, c'est ça. S'ils ne me livrent pas parce qu'ils n'ont pas de problème avec, si votre dépôt, vous n'avez pas d'auto, une auto, ce n'est pas pire, on peut toujours. Mais une maison, quand les gens attendent, là, ça illustre exactement l'insensibilité du gouvernement. Ouais. Je sais, là, parce que moi, j'en ai brassé beaucoup. Alors, on oublie le client. Faisons juste 2 minutes. Là, oublions les syndicats, oublions nos amis, oublions les couches de fonctionnaires, les couches. Puis, ils font juste regarder le dossier pour dire d'une façon bien simple, là, monsieur, madame, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous voulez quoi? Vous allez voir la réponse.
ça coule de source. Oui, c'est important parce que là on a amalgamé pas mal de concepts pendant la web radio, puis les gens peuvent en perdre leur latin. Là. Je vais juste récapituler, là, parce qu'on a parlé de GCR, on a parlé de la RBQ, on a parlé de plein de choses, de licences. En fait, ce qu'il faut comprendre essentiellement, là, c'est qu'à la source, il y a un problème à la Régie du bâtiment du Québec avec la délivrance des licences. Une licence, là, c'est un document qui, normalement, atteste des compétences d'un constructeur, d'un entrepreneur, qui soit général ou spécialisé. Bon, ça, il faut le comprendre. Et après, on parle d'un rapport qui dit que la RBQ, ben, ses licences, elle ne contrôle pas très bien ça, là, la délivrance des licences, si je résume. Et ça nous amène à la surveillance des travaux. Donc, finalement, là, licence, compétences, certification, cautionnement de licence, on en perd notre latin, là, mais pour simplifier les choses, là, si on met la surveillance des travaux au-dessus de tout ça, on vient de régler une majorité des problèmes, une grande partie des problèmes. N'est-ce pas, Valérie Couture? Bien, absolument. Et on va respecter l'investissement que nos gens ont travaillé toute leur mouseuse de vie pour s'acheter un nouveau condo, une nouvelle maison, et n'avoir pour leur argent. Tantôt, on faisait, avant que la web radio commence, on disait il y a des entrepreneurs en copropriété qui ont été sanctionnés, qui ont été exposés sur la place publique il n'y a pas très longtemps. Il n'y a rien qui avance. On continue de lever des bâtisses à plein régime puis de livrer des choses. Tantôt, Maître Leblanc disait, tu sais, les gens achètent puis tout ça. Vous savez, c'est émotif. Hein? Quand on visite une maison ou un condo, là, c'est juste celui-là qui fait notre affaire. C'est juste lui qui va combler mon bonheur. C'est très émotif acheter un condo. Là. En immobilier, c'est émotif. C'est émotif. Alors, je pense qu'il faut. Vous touchez un bon point, Valérie. C'est qu'en fait, il faut dire aux gens, ceux qui ont acheté, bon, ils ont acheté, ici, ils doivent faire face à des problèmes. C'est bien malheureux. Mais avant d'acheter, ou si vous connaissez des gens qui veulent acheter un condo, eh bien, dites-leur, s'il te plaît, de grâce, je t'en prie, fais tes vérifications. Si c'est un condo neuf, vérifie qui est l'entrepreneur. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour savoir, pour connaître la réputation d'un entrepreneur. On peut appeler, on peut par référence savoir quels autres projets il a construits précédemment. C'est important. Puis il y a une question d'une auditrice qui dit vous avez dit que GCA s'occupe des copropriétés de 4 et moins. Qui est le pendant pour les 5 unités de copropriété et plus? Eh bien, je vais répondre. Alors, si c'est plus que 4, eh bien, il peut y avoir des garanties optionnelles, hein, Maître Leblanc? Ça devient conventionnel. C'est ça. Puis avoir une garantie optionnelle, mais s'il n'y a pas de garantie, il n'y a rien, là. C'est ça qu'on comprend? C'est d'ailleurs une des revendications communes de la CQC et du RGCQ. Qu'il y ait un élargissement du plan de garantie vers la copropriété en hauteur, parce que il y a vraiment, puis c'est drôle parce que la RGCQ avait organisé un colloque sur ce sujet-là en 2017. C'est pas d'hier, là, où on disait clairement, il y a deux catégories d'acheteurs, ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Voilà, exactement, parce qu'effectivement... C'est encore pire, ça, François, parce que justement, normalement, tu tombes dans le béton, quand tu tombes dans le 4 étages et plus, on dit dans le métier que c'est commercial parce que c'est bon. Là, les ingénieurs arrivent. Là, on n'a pas ça dans le condo résidentiel. Non. Maître Leblanc, j'ai une question pour vous, d'un auditeur. Vous parliez d'un dossier de fondation de 1988. Quel est le recours? Quand les garanties sont expirées, il n'y a plus de recours, c'est fini? Oui, il y a encore un recours de bonne exécution. Il y a une garantie. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, même les entrepreneurs. Une garantie, c'est une garantie. Ta voiture qui est garantie 100 000 ans, que le moteur saute à 105 000, la seule différence, je vais faire ça très vite, c'est que ça déplace le fardeau. Tu dois prouver qu'il y a un problème. Mais là, effectivement, moi, j'ai été en 88, j'ai été jusqu'à 40 ans là, chercher des entrepreneurs ou par des vices cachés. C'est une question de preuve, c'est une question d'expertise. Puis là, on a découvert effectivement que c'est l'armature, l'acier d'armature de la maison. C'était absolument terrible, mais ça a pris 30 ans à se défaire. Puis voilà, quand ça s'est défait. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce que M. Arnois vient de dire, là, c'est vrai que les copropriétés divises maintenant se construisent de plus en plus en hauteur, c'est-à-dire 4 unités superposées et plus, parce que les terrains sont plus rares. Et quand on a un terrain, on le fait en hauteur parce qu'on veut, le constructeur, c'est normal, il veut rentabiliser son projet, il construit en hauteur, on densifie les villes, mais ces copropriétés-là échappent
au plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Alors là, on demande un élargissement du plan de garantie pour que la protection soit équitable pour tous. Mais pourquoi, selon vous, Marc-André Arnois, pourquoi le gouvernement attend ou pourquoi il ne se passe rien, selon vous? Pourquoi pourquoi les immeubles en hauteur ne sont pas couverts par GCR? Ben, à l'origine, puis M. Leblanc pourra sûrement en Oui. parler au moins autant que moi, il y avait des craintes, parce qu'il faut s'entendre, là, couvrir une copropriété en hauteur, ce n'est pas le même risque que de couvrir une maison unifamiliale. Donc, évidemment que ça risque de ne pas coûter la même chose. Et bon, le législateur, dans sa grande sagesse, a jugé que peut-être que ça allait être un fardeau trop élevé pour le consommateur. Bon, nous, on a toujours jugé que de payer une assurance, c'était toujours moins cher que de se retrouver avec des vices cachés. Mhm. Les travaux, exact. Mais bon, c'est pas la conclusion à laquelle ils sont arrivés quand ils ont fait le règlement sur le plan de garantie. Vous demanderez aux gens qui étaient élus à l'époque pourquoi. Oui, on leur demandera. Il faut comprendre aussi, là, il faut faire un peu d'histoire. Malheureusement, les gens oublient. Avant les années 80, là, c'était toutes les municipalités qui faisaient ça au Québec. Là. La régie. Ouais. Alors, on a évacué, puis il faut quand même le dire, là, c'est que là, maintenant, on a évacué, la municipalité n'a plus de responsabilité, on se déplace juste sur plainte. Hein? Je peux vous en compter des plaintes, moi. C'est inacceptable, parce avant d'être dans un pays, avant d'être dans une province, avant d'être dans une MRC, on est dans une Moses de ville. Ouais. Puis si ces gens-là, puis c'est unique, voyagez un peu, là, amusez-vous, posez des questions partout autour, c'est unique. Les municipalités ont toujours de s'assurer que le bâtiment est conforme. C'est le minimum qu'ils peuvent faire. Ici, au Québec, on est pris dans une espèce de sémantique, un peu comme on faisait, un peu comme quand les conservateurs voulaient que les compagnies d'aviation s'occupent eux-mêmes de leur sécurité. Ouais. Quand les compagnies ont des difficultés financières, là, de la sécurité va probablement passer en dernier. Alors, c'est le même processus intellectuel, mais il ne faut pas se le cacher. C'est absolument inacceptable. Puis le gouvernement, juste parce qu'il y a trop de lobby, puis malheureusement, les clients que tu représentes, Marc-André, mais eux n'ont pas de lobby, n'ont pas de pouvoir politique. Puis, comme ministre de l'Habitation, je vais vous le dire, je vais être méchant un peu, c'est entre guillemets là, ce qu'on appelait anciennement un bon père ou une bonne mère de famille, quelqu'un qui est capable de se lever au-dessus de tout le monde, là, puis voir ce qui est bon. Un peu comme on a réalisé que les CLSC n'étaient peut-être pas si bons qu'on pensait. Ouais, Maître Leblanc, il nous reste, on va prendre 5 minutes là. On va dépasser de 3 minutes parce qu'il y a un truc dont je veux absolument parler avant qu'on se quitte là. D'abord, Valérie Couture, parce que l'Ordre des ingénieurs du Québec aussi milite en faveur de la surveillance des travaux obligatoires, du contrôle de la qualité des travaux. Valérie Couture, en quelques minutes, lorsqu'un syndicat veut faire entreprendre des travaux majeurs dans un complexe détenu en copropriété divise, est-ce que vous leur suggérez fortement de confier la chose à un professionnel qui prend ça en main? Parce que si vous faites faire ça par un professionnel, ben, la responsabilité bascule du syndicat vers le professionnel. Est-ce que c'est ce que vous recommandez, Valérie, à vos syndicats? Absolument, absolument. Mais ça nous prend énormément d'arguments pour convaincre les gens parce qu'ils pensent que le plus bas soumissionnaire ou celui du milieu va être bon, puis etc. Et chose importante qu'il faut dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils basculent la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et en plus, que si on fait du travail bien fait et qu'on n'a pas à le refaire plus tôt dans la vie utile de cette composante-là, on économise énormément d'argent. Parce que quand je remplace en 100 ans 3 fois la toiture au lieu de 2, ben j'en ai-tu payé une de trop, c'est clair. C'est comme la publicité du filtre Fram qui dit vaut mieux payer un peu maintenant que beaucoup plus tard. Bon, sur le coup, c'est vrai qu'un professionnel, ça peut être repoussant, ça peut en repousser plusieurs qui vont dire ben là, le professionnel, il coûte cher, on n'a pas besoin de ça, c'est l'entrepreneur, il sait ce qu'il fait. Ben oui, mais l'entrepreneur, il sera beaucoup plus avisé si un professionnel est là, supervise, et puis
l'entrepreneur, il peut être très, très bon, là, mais travailler en collaboration avec un professionnel, ben, il y a aussi un partage du risque, là. François, c'est Hein? exactement ça. On est en train de prendre des professionnels pour superviser les travaux, bonne chose, et on prend des professionnels pour vérifier ce qui a été construit, mais quand tout est fermé. Fait que Ouais. là, on est pris, ça coûte de la grosse argent, là. Les copropriétés, quand on fait la pré-réception des parties communes, c'est pas évident, là. C'est pas le fun. Oui, c'est ça. Parce que, bon, là, j'ai reçu l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ça, c'est la question à Maître Leblanc en finale, là, en quelques minutes, Maître Leblanc. L'Ordre des ingénieurs du Québec, dans un blog publié en février 2021, dit: Notre équipe a aussi pris le pouls du grand public qui s'est d'ailleurs montré largement favorable à l'adoption de lois ou de règlements qui rendraient obligatoire le contrôle de qualité des travaux. En Oui. moyenne, le grand public se disait même prêt à consacrer de 5 à 7 des coûts de construction à la surveillance des travaux. Puis ça vaut autant pour des travaux à faire dans une copropriété existante qu'une copropriété neuve qui est construite. Parce que les entrepreneurs disent, certains entrepreneurs disent, oui, mais là, pour filer la facture aux consommateurs, bien, les consommateurs, ils sont bien contents de l'avoir, cette facture-là. D'ailleurs, ils disent donc qu'ils sont prêts à consacrer 5 à 7 des coûts de construction à la surveillance des travaux. Une proportion significative était même prête à payer encore plus. C'est davantage que les coûts en réalité nécessaires à la surveillance des travaux qui se situent habituellement de 3,5 à 7,5 Mettre le blanc en quelques minutes. Là. C'est En exact. Ontario, là, puis dans Ouais, d'autres provinces canadiennes, les travaux sont surveillés par le gouvernement, si je ne m'abuse. Puis les c'est ça. entrepreneurs sont bien contents de ça. Ben, ils sont contents. Puis d'ailleurs, nous, on le voit, là. On le voit, nos entrepreneurs qui vont de l'autre côté, ils reviennent, sont charmés. En fait, là, le problème, c'est qu'on écoute seulement les généraux. Si le gouvernement, comme je fais, écoutait les entrepreneurs spécialisés, ceux qui travaillent pour les généraux, écoutez, moi, je pourrais facilement vous avoir, pour vendredi, là, je pourrais vous avoir 400, 500, 600, je vous le dis, j'ai déjà fait pétition de propriétaires d'entreprises qui disent qu'ils veulent avoir ils sont, moi, là, j'ai presque 95, 80, je ne dis pas 100 je ne me souviens même pas d'un de mes clients qui m'a dit non. Ils me disent toutes la même chose. On veut des inspections. On n'est plus capable parce que le général nous force à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Puis si on ne travaille pas, on ferme les portes. Alors, écoutez, puis c'est là qu'est le problème. Malheureusement, ces gens-là, les sous-traitants, n'ont pas de représentation parce que ce sont les généraux, puis surtout les gros généraux de Montréal et de Québec qui collent les shots. Let's call a spade, puis qui ont le temps, eux, d'avoir des lobbies. Oui, parce que, comme on le disait en début de Web Radio, les spécialisés, ils passent des centaines d'heures à une formation. Je ne peux pas croire qu'ils sont incompétents. Là. Quand tu as fait 2000 heures, 3000 heures, 4000 heures, je ne sais pas moi, un bouffetier, celui qui fait du dynamitage, par exemple, n'importe quel, un soudeur en scaphandrier sous l'eau. Prends l'isolation. Prends l'isolation avec l'importance de la partie 11 du code. Maintenant, l'isolation est tellement importante. Moi, je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère que je ne serai plus là, parce que je pourrais être à la retraite, il va y avoir terriblement de dossiers de vis cachés. Parce que l'enveloppe du bâtiment ne rencontre pas le critère. C'est minimum 75 000 pour réparer ça. Oui, effectivement. Alors, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va étirer ça à la semaine prochaine, peut-être. Je vais réfléchir, je vais méditer là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Je pense qu'on a couvert l'essentiel. Marc-André Arnois, directeur général à l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Valérie Couture, présidente, directrice générale et fondatrice de Condo Stratégie, merci d'avoir été là. Merci. Richard Leblanc, avocat en droit immobilier chez RPGL Avocat. Merci d'avoir été là. Si je vous convie à une autre web radio la semaine prochaine, êtes-vous tous partants, là, tous les trois? Oui. Moi, je suis comme un scout, je suis toujours prêt. C'est formidable. C'est formidable. Alors, juste avant qu'on se quitte, là, vous rappelez que cette web radio était une présentation de Service Dragon Shield. Donc, Service Dragon Shield est une entreprise qui se spécialise dans le domaine de la sécurité incendie. Alors, pour en savoir davantage et savoir si votre immeuble est conforme en matière de sécurité incendie, vous pouvez faire le test. Service au pluriel dragonshield.com ici et vous avez
vous suivez le guide et vous serez en voiture. Donc, merci encore d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine à 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Bonsoir. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Salut bien là.